aujourd'hui, on a encore des gens qui ont énormément travaillé sur Béchamp. Et on a la chance à l'EMSHIP d'avoir une membre qui s'appelle Brigitte Faux, qui a sorti un livre le mois dernier sur Béchamp. Et j'ai invité Brigitte Faux à venir. Et si Brigitte Faux, on peut nous la montrer. Voilà, Brigitte qui est une des plus grandes connaisseuses du travail de Béchamp. Alors évidemment, pour Brigitte comme pour Béchamp, la vie est dure parce que les théories pasteuriennes sont constamment prééminentes dans l'esprit de tous les scientifiques dans le monde entier. Et donc, quand Brigitte veut présenter des théories Béchamp, elle est toujours en but, avec une hostilité importante, mais c'est pour ça que je défends à bec et ongle le travail de Brigitte, parce qu'en défendant le travail de Brigitte, on défend la possibilité de pouvoir concevoir la nature et la science de manière différente. Voilà. Donc, je suis ravi de te rencontrer à nouveau, Brigitte, et je te remercie d'être venue avec nous pour une demi-heure. Oh, mais c'est avec grand plaisir. Présente-toi, je t'en prie. Moi, j'ai un parcours complètement atypique. Donc, j'ai une carrière d'ingénieur dans les télécoms, mais j'ai fait pas mal d'études de manière très diverse, et entre autres des études en biologie et en biochimie, ce qui m'a bien aidé à. Je devais faire d'ailleurs. J'étais partie pour faire un doctorat en enzymologie, ouais. Et vous comprendrez à quel point. La vie est étonnante parce qu'il se trouve que Antoine Béchamp a découvert les enzymes. Donc, vous allez le découvrir avec cette présentation. Si on veut caricaturer, parce que c'est rigolo comme ça, si on veut caricaturer, on pourrait dire que Pasteur a considéré le vivant comme stérile. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Brigitte. Le vivant est stérile. Un être humain, il est stérile. Et s'il n'est pas stérile, c'est parce qu'il est attaqué par des micro-organismes qui ne peuvent pas structurellement avoir une activité ou neutre ou positive pour l'être humain. L'être humain ou le mammifère ou l'animal. Bon. Et Brigitte, un jour, nous a sorti un article en disant que l'être humain n'est pas stérile. Et ça a commencé à partir dans tous les sens. Comment? C'est scandaleux. Eh ben oui. Et c'est évidemment Brigitte qui avait raison. Alors Brigitte, si tu veux bien nous expliquer la vision de Béchamp du vivant, parce que ça va quand même fixer les esprits de tout le monde. Eh bien, écoute, pour mieux présenter ça, on va mettre le diaporama. Il y aurait énormément à dire et donc on est obligé de se limiter. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai une page de mon site qui est consacrée avec un maximum d'informations, toute une bibliographie, avec des livres en PDF, avec des accès à la Bibliothèque nationale de France pour les autres, un maximum d'éléments. Donc là, c'est vraiment très synthétique. Donc, si je présentais ça comme la grande idée d'Antoine Béchamp, la grande idée, ça peut faire penser à quelque chose d'un peu utopique ou farfelu. C'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur les faits scientifiques. Le terme grande idée, je l'ai repris à Hector Grasset, qui a écrit un livre, L'œuvre de Béchamp, en 1900 quelque chose, au tout début du XXe siècle, qui avait d'un seul coup découvert les travaux de Béchamp par le biais des comptes rendus des académies des sciences et de médecine, c'est-à-dire qu'il était vraiment remonté à la source, à la genèse de la science, et qui avait trouvé incroyable que cette grande idée fasse pas son chemin. D'autant qu'elle s'appuie sur les faits scientifiques. Tu disais, Vincent, les microbes, Pasteur voyait les micro-organismes comme des parasites. Et c'est des microbes qui sont créés par espèce, selon lui. C'est ce qu'on appelle le monomorphisme. On a tel type de bactérie, telle espèce. Et tous ces micro-organismes semblent avoir été créés pour nous attaquer. C'est vraiment une vision de Pasteur, mais ça n'en est qu'une vision. Vous allez voir plus loin. Donc, c'est ce qu'on appelle la panspermie atmosphérique. C'est Chamberlain qui, en 1900, avait défini ce qu'on appelait la panspermie atmosphérique.
Il dit, dans la théorie de M. Pasteur, les organismes microscopiques dérivent tous de parents semblables à eux. Ils viennent de l'extérieur, où ils existent sous une forme qui diffère souvent de celle que nous leur connaissons lorsqu'ils se développent dans les substances organiques, forme sous laquelle on les appelle germes. Comme ces germes sont très petits, donc Pasteur ne les connaissait pas, ces germes, puisqu'il ne connaît pas l'origine des micro-organismes et ne l'a jamais démontré, forme sous laquelle on les appelle germes, donc comme ces germes sont très petits, ils doivent se retrouver dans les poussières que l'air tient en suspension absolument de la même manière que les spores des moisissures. De là le nom de panspermie atmosphérique donné quelquefois à cette théorie. Béchamp, lui, il voyait les choses autrement. Lui, Béchamp, il pense que les micro-organismes qu'on retrouve dans l'air, pour faire référence à cette panspermie atmosphérique, sont en réalité les restes des organismes vivants, animaux, végétaux. Ce sont les petits ferments qui les ont constitués. Et que ces restes peuvent, en fonction du milieu, quand le milieu est favorable, évoluer en moisissure, en bactéries. Et c'est pas seulement, il ne fait pas que le penser, il le montre. Et donc, quelle est l'origine des micro-organismes? Pasteur, lui, parlait de germes, mais en fait, il n'a jamais montré ces germes. Et je rappelle ce que j'avais expliqué dans cette publication, dans cet article que j'avais écrit pour l'INSEAD. À l'époque, on s'intéressait à la génération spontanée. On se demandait comment les bactéries apparaissaient dans les organismes malades. Béchamp, au départ, pensait comme Pasteur que ces organismes venaient de l'air. Tous les scientifiques de l'époque ont fait des expériences pour prouver soit la génération spontanée, soit que les organismes venaient de l'air. Donc, ils ont fait des expériences à l'abri des germes de l'air. Et tous les résultats sont unanimes. Ceux de Pasteur comme ceux des autres. On n'a effectivement aucun développement de micro-organismes sur des matières inertes. Si on prend un sucre pur, on n'aura pas de moisissure. Si on prend du carbonate de chaux, on n'aura ni bactéries, ni moisissure, etc. On est bien, les expériences sont solides, on est bien à l'abri des germes de l'air. Par contre, en utilisant les mêmes techniques, à aucun moment ils n'ont pu empêcher les bactéries de se développer à partir de matières vivantes. La viande, le lait, l'urine, mais ça aurait pu être des végétaux également. En l'absence des germes de l'air, on a des bactéries qui se développent. Et à partir de ce moment-là, Pasteur et Béchamp ont divergé. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord au départ. Et par contre, Pasteur, lui, oui, il a continué à nier les faits. Il était persuadé de cette panspermie, et donc il niait les faits. Et donc il a confirmé la panspermie et l'asepsie des animaux, la stérilité, ce qu'on veut, quand on ne parle pas du tube digestif, mais bien des parties internes, qui, même maintenant, les scientifiques se rendent compte que c'est faux. Et pour autant, ils ne remettent pas en question ces dogmes de stérilité et de panspermie. Béchamp, lui, il s'est dit, manifestement, en l'absence des germes de l'air, des bactéries se développent. D'où viennent-elles? Alors, elles ne sont pas dans la viande. Elles se développent de la viande. C'est-à-dire, elles naissent au cœur, même pas en son pourtour, au cœur de la viande. Et donc, on n'a ni génération spontanée, ni panspermie atmosphérique. Et donc, qu'a découvert Béchamp? Il a cherché à savoir d'où provenaient ces bactéries. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est qu'à l'intérieur de tous les organismes vivants, au-delà de la cellule, il y a un petit organisme vivant qui est beaucoup plus petit de la cellule, et il s'est aperçu que ce petit élément est vital. C'est un élément permanent, et c'est un élément sans lequel on ne pourrait avoir aucune matière vivante. C'est constitutif de toutes les matières vivantes, animales, végétales. Et ces microzymas, les scientifiques les connaissent comme des granulations qui ont été décrétées amorphes. Et comme elles ont été décrétées amorphes, ils ne se posent plus la question. Donc actuellement, les scientifiques redécouvrent
des granulations, des particules. Les exosomes, les nanomes sont manifestement des microzymas, sans doute les virus aussi. Hein. Alors qu'actuellement, les scientifiques ne recherchent pas ce qui est vivant en dessous de la cellule, ils sont persuadés qu'il n'y a pas de vivant en dessous de la cellule. Et donc, ils ne sont pas allés chercher si les exosomes sont vivants ou pas. Parce que pour eux, tout ce qui est plus petit que la cellule ne peut pas être vivant. Et pourtant, les exosomes produisent des enzymes, et s'ils produisent des enzymes, c'est qu'ils sont vivants. Donc, qu'est-ce que c'est que ces granulations que les scientifiques considèrent amorphes? Donc, ce sont les fameux microzymas de Béchamp, qu'il a appelés les plus petits ferments, microzymas, zyme ayant un sens de ferment. Il les a extraits, ils ont, avec son équipe, travaillé durant près de 30 ans là-dessus. Hein. Il a consacré son temps à comprendre les microzymas. Il les a extraits, il les a analysés chimiquement, fonctionnellement, en termes de fermentation. Donc, ce sont les plus petits ferments. Ils produisent des enzymes, c'est là qu'il a découvert les enzymes. Il réalise des fonctions propres. Je vais vite parce qu'il y a tellement de choses à dire que je n'ai pas la possibilité de vous faire toutes les démonstrations. Hein. Il réalise les fonctions propres au centre vital dont ils sont extraits. C'est-à-dire qu'il a extrait ces granulations du foie, par exemple. Il les a extraits du pancréas. Et bien sûr, du foie et du pancréas ne fermentent pas ils ne fermentent pas les mêmes substances, ils ne les fermentent pas de la même manière. Or, il avait déjà fait des analyses sur les cellules et étudié le métabolisme des cellules de cette façon-là aussi. Il s'est rendu compte qu'il reproduisait avec les microzymas extraits du foie la même chose que ce qu'il reproduisait avec les cellules extraites du foie. C'est-à-dire que ces microzymas sont capables de réaliser les fonctions du centre vital dont il était extrait. Il s'est rendu compte qu'il pouvait construire des cellules et le où est important parce que c'est une question de milieu. Si le milieu est favorable, ils vont construire des cellules. Mais si le milieu est déséquilibré, ils vont évoluer en micro-organismes. Sans doute, ça va être une forme pour eux pour essayer de rétablir les choses dans nos organismes. Donc là, je vous montre, par exemple, c'est sur ce qu'on appelle la mer de vinaigre. On voit vous ne devez pas voir mon curseur, mais vous voyez les petits points, ce sont les granulations, ce sont des microzymas. Vous voyez sur la figure 1, de la figure 1 à la figure 4, ces microzymas évoluaient parce que le milieu est favorable au développement des bactéries. Et il obtient des bactéries jusqu'à la taille immense, jusqu'à la taille de Leptotrix. Alors les microzymas, ils ont une taille inférieure à 1 micron. Inférieur, dans le foie, il est trouvé de l'ordre de 0,5 microns et il en trouvait des plus petits encore, mais il avait des limites au niveau de ces microscopes. Hein. Voilà, et ces mêmes microzymas, s'il les mettait dans d'autres circonstances, dans un autre milieu, un milieu plus sain, sans doute pour produire des cellules, eh bien, il obtenait des cellules. Il n'obtient jamais les deux en même temps. Tantôt l'un, tantôt l'autre, c'est vraiment une fonction de milieu. En fait, ces microzymas, c'est l'élément vital de tout organisme vivant. C'est-à-dire, on pensait que l'élément vital de l'organisme vivant, c'est la cellule. En réalité, cet élément vital, c'est le microzyma. Les cellules ne sont que provisoires. Elles sont à l'origine de tout organisme vivant, végétal ou animal. Toutes les cellules, parce qu'on pense souvent que comme le vivant provient de ce qui est déjà vivant, on pense que les cellules proviennent toutes de notre cellule. Ce n'est pas le cas. Et en particulier, les cellules embryonnaires ne procèdent pas d'une autre cellule.
Ce sont les premières cellules de l'individu. Et elles sont formées par des microzymas. Les spermatozoïdes sont formés par l'agrégation de granulations. Ces microzymas sont propres à l'organisme vivant et même au centre vital de cet organisme. D'ailleurs, si on pense à l'origine des organismes vivants, dans le vitellus, donc le jaune d'œuf, qui est l'équivalent de l'ovocyte chez la femme, eh bien, on retrouve énormément de microzymas. Et est-ce que les embryologistes se sont posé la question, qu'est-ce qui est vivant dans le vitellus? Qu'est-ce qui va produire un nouvel organisme? On n'a pas recherché ce qui était vivant dans le vitellus. Or, s'ils avaient prélevé ces granulations, ils auraient pu constater qu'elles étaient capables de fermenter, de produire des enzymes. Et c'est la condition, mais les scientifiques actuellement ne se mettent pas d'accord, ne sont pas d'accord même encore pour savoir si une particule est vivante ou pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas les critères définis pour ça. Donc, ces microzymas, ils sont non seulement à l'origine de tout organisme vivant, mais ils sont aussi à la base de toute putréfaction. C'est-à-dire qu'ils vont construire les organismes vivants, ils vont travailler ensemble à cet organisme, ils vont le construire, ils vont l'organiser. C'est vrai que la notion d'organisation est très importante, parce que la vie est liée à l'organisation, explique Antoine Béchamp, et il le démontre aussi. Et donc, les microzymas sont responsables de la vie, de la maladie. Quand il y a des équilibres, ils vont se développer en bactéries, par exemple, ou devenir morbides. Ils vont également, après notre mort, nous putréfier. Ils sont responsables de notre propre putréfaction. N'empêche que d'autres éléments peuvent intervenir. Des germes de l'air, effectivement, des microzymas de l'air peuvent intervenir. Mais eux, si on les isole complètement, ils sont capables de putréfier complètement un organisme vivant et de ramener la matière organique à l'état minéral. Voilà, ils contribuent ainsi au mouvement circulaire de la matière, en putréfiant les matières organiques inutiles et en les ramenant à leur état minéral dans nos organismes, mais partout dans l'environnement. C'est-à-dire qu'ils permettent l'équilibre également au niveau terrestre, au niveau de la Terre. Lynn Margulis a écrit un livre à ce sujet, sans connaître les microzymas, à propos de l'équilibre, qui était l'équilibre entre les différentes substances sur Terre grâce aux bactéries. Ils sont au départ et ils sont à la fin de tout organisme vivant. À la mort d'un organisme, les microzymas sont libérés et on les retrouve vivants à la fin de la putréfaction. Et c'est ceux qu'on retrouve dans l'air ensuite et dans l'atmosphère. Et là, ils ont changé de rôle, c'est-à-dire au lieu d'agir ensemble pour l'organisme qui était organisé, l'organisme désorganisé est mort, ils retrouvent leur liberté et leur nature de ferment autonome. Les microzymas sont la source de la matière vivante. La matière vivante nous a été prêtée le temps d'une vie. Elle continue sa vie terrienne après nous. Je parlais du mouvement circulaire de la matière. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie, dit Antoine Béchamp. Alors, je ne sais pas si je vous ai apporté suffisamment d'éléments pour comprendre cette phrase qui est souvent citée mais mal comprise. Alors, j'ai mis 3 vidéos, on peut les voir successivement, ça donnera une bonne idée. Voilà. Par exemple, cette cellule-là, c'est une cellule souche. Une cellule souche, donc on sait qu'on est au cœur. C'est-à-dire, quand j'ai expliqué que les microzymas nous forment et sont spécifiques de nos centres vitaux, ils acquièrent cette spécificité au fil de développement de l'embryon et un peu plus tard également. Et là, on est dans une cellule souche. Et là, c'est
tous ces traits que vous voyez, ce sont on dit que c'est des fibres de stress. C'est peut-être déjà un début de construction du mésenchyme, j'en sais rien. On voit ce qui est rond, ce qui est assez gros, là, c'est le noyau. C'est le noyau avec l'ADN à l'intérieur, avec les chromosomes. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre en dehors de ces traits? Observez bien, regardez toutes les granulations. Donc vous avez des granulations brillantes, et vous en avez d'autres, si vous regardez en bas à droite, vous en avez d'autres qui se déforment complètement. Est-ce que vous les voyez, ces granulations? Donc elles sont petites. On est à la taille du micron là. Hein. Ah, l'autre vidéo. Alors là, c'est une cellule préadipocyte. Je ne sais pas ce que vous voyez, on voit le noyau encore, et tout autour, on voit un réseau avec encore plein de granulations. Peut-être qu'il y a des granulations amorphes au milieu de tout ça. Hein. Quelles sont les granulations qui sont vraiment les microzymas ou pas? Il faudrait les extraire et voir si elles sont insolubles, parce que tout ce qui est organisé est insoluble, et puis voir si elles sont capables de fermenter, de produire des enzymes. Dans ces cas-là, ce sont des microzymas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on voit tout un réseau qu'ils ont appelé, pour cette vidéo, ils ont appelé ça réseau mitochondrial, mais on ne voit pas de mitochondries. Parce que que sont les mitochondries? Ce sont en fait des artefacts de la fixation quand on utilise la microscopie électronique. Et ça, c'est Jules Tissot qui avait constaté ça. Il avait remarqué que ce qu'on appelait mitochondrie, tous les termes de cytologie qu'on utilise sont en fait des choses obtenues par fixation. En fait, on tue la cellule et on casse ce réseau mitochondrial qui est là, qui est sans doute un réseau bactérien, disait Jules Tissot, et qui donc est vivant. Que ce soit la cellule précédente ou celle-ci, on voit bien que tout ce qui est dans la cellule est vivant. Penser qu'on puisse être stérile et ne voir là-dedans que des réactions physico-chimiques, ça paraît incroyable. Et le pire, c'est que les scientifiques découvrent tout ça, mais ils sont tellement habitués à penser qu'on est stérile qu'ils observent ces cellules en voyant la stérilité. C'est-à-dire, ils pensent que tout ça, c'est normal. Ils ne reviennent pas en arrière. Ils ne remettent pas en question les fondements de la science. Et c'est ça le problème. Voilà. Bah, écoute. Encore une dernière image à nous montrer, parce que c'est une beauté extraordinaire. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Et là, oui. Et là, il y avait une troisième vidéo encore. Et ça va être intéressant parce que je disais que les scientifiques, ils redécouvraient, ils découvraient les nanobes, les exosomes, sans se poser la question s'ils sont vivants ou pas. Ils s'intéressent aussi aux spores des bactéries. Et ce que vous voyez là, ce sont des bactéries qui sont détruites par une enzyme de phage. C'est-à-dire que l'enzyme apporte un produit qui va modifier le milieu et les bactéries se détruisent. Mais en réalité, elles se déconstruisent. Il faut bien expliquer qu'un phage, c'est un virus. C'est que là, c'est les petites bêtes qui attaquent les grosses. Hein, parce que, en fait, c'est une enzyme. C'est une enzyme. C'est pas le virus lui-même. C'est une enzyme. Et donc, ça change le milieu. Et les bactéries ne sont qu'un stade de développement des microzymas. Et là, ce qu'on retrouve là, les restes, ce sont les microzymas qui sont à l'origine des bactéries. Mais ce que les scientifiques voient là, ils y voient une forme dormante de la bactérie. Donc pour eux, ils sont persuadés qu'elle est spécifique de cette bactérie et qu'ils vont la remettre en appliquant une recette de cuisine dans un milieu qui va reconstruire ce même type de bactérie. Mais s'ils observent autrement, peut-être qu'en mettant dans un milieu acide oxydé, ils vont obtenir non pas des bactéries, mais des moisissures. Et que vont penser les scientifiques? Que ces moisissures sont une contamination. Parce qu'ils ont pris l'habitude de penser comme ça. Ah ouais. Bon, bah Brigitte, c'était passionnant. Hein.
Passionnant. Voilà. Passionnant. Alors, moi, je me souviens, j'avais fait une petite brève dans Du Neuf pour ma santé sur les mitochondries et j'avais expliqué que la version officielle, c'est l'endobiogénie, c'est-à-dire que la petite cellule est venue se mettre à l'abri dans les grandes et on travaillait pour les grandes. Voilà. Donc, dans l'esprit scientifique actuel, la mitochondrie est une bactérie qui est devenue comme le chien va dans la niche. Eh ben, elle a trouvé un moyen élégant de se mettre à l'abri et elle travaille pour les autres. Voilà. Mais en fait, donc, dans la théorie de Tissot et de Béchamp, bah, elle n'a pas dit tout ça. Mais c'est pour ça que c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'il est absolument fondamental que des gens comme toi, Brigitte, aient le droit, le devoir d'avoir du public et surtout pas que des gens pour dire que c'est impossible. Parce qu'avant de dire que c'est impossible, il faut démontrer l'impossibilité. Et tous les jours, tu nous montres que, et hélas, tout se tient. Donc, c'est vachement intéressant. Bah, merci, Brigitte. Bon. Voilà le vitellus. Je vous rappelle que c'est la plus grosse cellule vivante. C'est important à redire ça. Hein. C'est qu'un jaune d'œuf, c'est la plus grosse cellule. C'est un organisme unicellulaire le plus gros du monde. Donc, si vous voulez voir le plus gros du monde des vitellus, bah, c'est évidemment aujourd'hui l'œuf d'autruche. Voilà, alors là, vous avez la cellule la plus grosse jamais que vous verrez jamais. Voilà. Donc, voilà, je suis ravi qu'on voit l'image de ce bouquin. Achetez-le, lisez-le. C'est pas très facile à lire, évidemment. Puis, sinon, ça fout tout par terre. Donc, il faut avoir l'habitude pour construire. Et puis, encore une fois, si on ne reste que dans ces idées préconçues, on n'avancera jamais. Et si aujourd'hui, on parle de Béchamp et de Pasteur, c'est bien de démontrer que si on reste les deux pieds dans le ciment, le problème, c'est que l'humanité avance pas. Voilà. Bah, écoute, Brigitte, merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelques questions pour Brigitte dans le chat, Bastien? Oui, quelques questions, effectivement, après cet exposé passionnant. La première question, pour mieux comprendre, effectivement, ces microzymas, est-ce que ça veut dire qu'ils sont indestructibles, ces microzymas? Est-ce qu'ils sont éternels? En fait, c'est Hector Grasset qui m'a apporté la réponse. En disant, en fait, non, ils ne sont pas indestructibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être usés par le temps. Par contre, ils ne sont pas putréfiables. Parce qu'ils sont le principe de base de la putréfaction. Donc, ils sont imputrescibles. Ils subissent, donc ils meurent à des températures qui peuvent être de 60 degrés pour certains, la plupart du temps dans les 100 degrés. Et au-delà, il y en a qui tiennent jusqu'à 400 degrés. Et donc, comme on parlait, puisque vous êtes dans la santé, ce qui est important, c'est que ces microzymas sont essentiels pour justement notre microbiote intestinal, parce que c'est ces microzymas vivants dans notre alimentation qui vont nourrir ce microbiote intestinal, en plus des microzymas de nos tissus, de notre salive et nos microzymas internes. L'importance de les avoir vivants, ces microzymas, dans l'alimentation. C'est pour ça que de manger cru, bon, on n'est pas obligé de manger que cru, bien sûr, mais chacun choisit son positionnement. Mais le fait de manger cru va sans doute apporter des éléments très importants pour nos intestins, plutôt que de faire des transplantations de bactéries intestinales. Il vaut peut-être mieux apporter par l'alimentation ce qu'il faut. En plus, tout ça est à étudier de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié tous ces microzymas et leur vécu dans l'intestin. Donc voilà, je dis simplement. C'est d'apprendre à cuire doucement et exactement. Pas tout cramer. Voilà. Donc les vapeurs douces, les cuissons vapeur à vapeur douce sont des cuissons remarquables. Des cuissons lentes, des cuissons basse température. Je suis en train de préparer un truc pour un éditeur. Le gars, il fait sa cuisson à 37 degrés. Alors évidemment, il y en a pour 8 heures. Là, il n'y a pas de risque, il conserve tous les microzymas. Les algues, le gars, donc il veut surtout pas abîmer ses algues. Et puis il sait que si jamais il les chauffe trop, il va virer l'iode. Donc il est à 37 degrés pendant 8 heures et son algue, elle perd doucement son eau. Il n'y a absolument rien qui est abîmé dans l'algue. Et après, il peut commercialiser une algue remarquable. Voilà. Et encore une dernière question pour Brigitte. Une question qui est importante pour faire un peu le lien, justement, c'est on a beaucoup parlé du coup là de biologie, mais quel est le rôle exactement des microzymas dans le développement des maladies
ou inversement pour empêcher les Eh maladies? bien, il y avait un slide là-dessus après. Le slide suivant, et la santé dans tout ça. Donc, la maladie n'est autre qu'un déséquilibre pouvant rendre certains microzymas morbides. Et dans cet état morbide, ils peuvent rester morbides, donc ça peut être les maladies virales, ou être évoluer en bactéries, ça va être les maladies bactériennes. Voilà. En bref, les microbes rencontrés dans les maladies ne sont pas leur cause, mais ils sont produits par le terrain déséquilibré du malade. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme, l'évolution des microzymas en bactéries. Et je peux citer Jules Tissot, qui disait qu'il avait été capable de transformer les bactéries en hyphomycètes, en changeant de milieu, c'est-à-dire en moisissure. Et le mécanisme inverse, c'est réversible. Il pouvait repartir des moisissures en changeant de milieu, revenir à des bactéries. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Et d'autres scientifiques ont trouvé ça. Ouais. Chaque fonction a un milieu. Les cellules, elles sont faites pour préserver ce milieu, en fait. C'est l'homéostasie qui est maintenue à l'intérieur de la cellule. Bon, en tout cas, Brigitte, mille merci. On a bien compris que ton livre il est aux éditions Marco Pieter et qu'il est hyper intéressant. Encore une fois, merci d'être venu. Je t'ai appelé hier, j'ai honte, mais vraiment, quelle gentillesse de ta part. Il va préparer un PowerPoint. C'est super gentil. Brigitte, on te remercie beaucoup. À très bientôt.